De retour sur le plateau de Backseat, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir. De retour pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons avoir l'immense honneur de recevoir, comme chaque année, une personnalité politique de premier plan qui revient, comme chaque semaine. Chaque année, ouais. Ouais, Chaque année, ça fonctionne chaque année. On fait quoi, hein. 4-5 ans qu'on fait Backseat Ouais, maintenant, je suis un peu fatigué. Non, ça je suis fait désolé. 11 ans ce soir, Jean. Voire 12. Cette semaine, nous avons l'immense plaisir de recevoir le député de l'Essonne, Cédric Villani. Bonsoir Cédric Villani. Bonsoir Jean Massier. Comment ça va? Ça va bien. Évidemment, ici, ça ne peut qu'aller bien. Eh ben, très bien, tant mieux. ouais. Très Attendez content de vous accueillir. Cédric Villani, c'est pas la première fois que vous venez sur Twitch. Ouh là là. Eh non. J'ai récemment découvert Twitch, mais j'en ai fait une petite cure à l'occasion d'un certain texte de loi sur lequel, le plus long texte de loi qui est passé dans cette mandature à l'Assemblée, celui sur climat résilience, dans laquelle on avait décidé avec mon groupe de l'époque, Écologie, Démocratie, Solidarité, c'est toujours mon groupe, même si c'était pas techniquement un groupe parce qu'on était trop peu, de faire un doublage de tous les débats parlementaires sur Twitch. On appelait ça le débat sans filtre. Il y a eu un certain nombre de personnes autour de la table qui, à un moment ou à un autre, s'y sont invitées et on a été super heureux de ce que ça a donné. Et j'ai été épaté par l'ergonomie de Twitch. Effectivement, donc c'était pour la première fois des députés eux-mêmes, c'était donc ce collectif Écologie, Démocratie, Solidarité qui avait décidé de faire vivre sur Twitch tout son marathon législatif, parce que c'est un marathon, ça finit à 2h du matin, c'est long, non mais c'est vrai, on vous a vu. Absolument. Mais d'ailleurs, c'était tirer, précisément la parce que vous n'aviez pas de groupe que vous avez choisi d'investir cette Alors, plateforme. en vrai, effectivement, les règles de l'Assemblée donnent en pratique pas de temps de parole aux députés qui ne sont pas dans un groupe au sens formel, quand c'est, excusez-moi d'être un peu technique, la procédure de temps législatif programmée. Ça avait été choisi par la majorité, à notre avis, précisément pour éviter qu'on les embête trop sur le terrain de l'écologie. Alors, comme le boulot du député, c'est de faire entendre sa voix, on s'est dit, si on ne peut pas faire entendre notre voix dans l'hémicycle, on la fera entendre sur Twitch. Et donc, pendant les dizaines d'heures que ça a duré, parce qu'il y a eu 3 semaines de débat, c'était quoi 3 semaines de débat, on a fait tout. On a tout doublé, alors parfois on était animateur, on avait des invités, tout ça. On a eu en fait quelques minutes de parole en hémicycle. Là aussi, c'est règle de l'Assemblée. De temps en temps, quand le gouvernement donne un amendement trop tard, les règles du temps de parole font qu'il y a quelques minutes qui sont données en plus. Les députés non inscrits en reçoivent 5 minutes. Et donc, c'est arrivé 2 fois pendant ces semaines qu'on reçoive 5 minutes qui ont été l'occasion pour nous de nous exprimer en hémicycle aussi. Donc Cédric Villani, je le disais, vous êtes député de l'Essonne. Vous êtes d'abord connu pour être mathématicien. Vous êtes professeur des universités, directeur de l'Institut Henri Poincaré, médaille Fields de mathématiques en 2010. Et en 2014, on découvre votre visage pour la première fois en politique à l'occasion de l'élection municipale. À l'époque, vous souteniez Anne Hidalgo. Pourquoi est-ce qu'un médaille Fields de mathématiques se dit tiens, la politique, on y va? Donner une réponse en plusieurs étages. Dites-moi. D'abord, vu de l'intérieur, c'était un processus plus graduel que vous m'avez vu arriver en 2014. Mais oui, on vous a découvert. Mais voilà. En vrai, alors, j'ai commencé mon engagement en politique en 2010, dans la foulée de la médaille Fields, très précisément quand j'ai été invité par le think tank ou laboratoire d'idées Europa Nova, laboratoire d'idées fédéralistes fondé par Guillaume Clossat. Notre relation commune, Cédric Denis-Rémy, en est l'un des piliers aussi. Et ils m'ont invité à ce moment-là, en 2010, en disant voilà, on veut mettre en place quelque chose qui sera les Young Leaders européens, à l'échelle européenne, avec des promotions qui seront recrutées à travers toute l'Europe, des gens de moins de 40 ans, experts dans leur domaine, et pas forcément en politique, pour pouvoir parler justement de l'avenir de l'Europe. Alors, au début, quand le gars est venu me chercher en me disant on s'occupe de politique, je me suis dit c'est pas mon truc, j'ai autre chose à faire. Et puis quand il m'a dit il s'agit de rencontrer d'autres jeunes qui font les uns des arts, les autres du journalisme, les autres de la politique, etc. Et de discuter ensemble de l'avenir de l'Europe, je me suis dit banco. Voyager à travers l'Europe, à travers le monde, c'était mon identité de mathématicien. Et depuis ce jour, je me considère avant tout comme un fédéraliste européen. Le mot est très peu employé aujourd'hui sur l'échiquier politique. Assez peu en France, c'est vrai. Seuls les partis écologistes aujourd'hui l'emploient explicitement, et encore. Mais depuis ce début-là, depuis 2010, j'ai milité, écrit des tribunes, organisé des débats. Tout le monde s'en fichait.
tout le monde s'en fichait parce que la politique européenne est beaucoup, beaucoup moins visible que la politique nationale. En France, en tout cas. En France, en tout cas. Donc ça a commencé par ça. Ça a commencé du coup par ce think tank l'Europe. Et ensuite, à quel moment? Parce que vous êtes devenu député en 2017, quand même, c'est pas rien. Vous avez été séduit par Emmanuel Macron, vous l'avez rejoint, vous avez fait sa campagne, vous avez été investi député par La République En Marche, vous avez été élu. Quelles ont été les étapes pour arriver à ce moment-là? Tout un enchaînement, vous savez, quand un truc en amène un autre, c'était pas prévu au départ. D'abord, quand je dis que c'était pas prévu au départ, vraiment, hein, en 2016, quand La République En Marche m'a proposé une investiture pour être des candidats à la députation, j'ai dit non. J'ai mon institut Henri Poincaré à diriger, j'ai plein de boulot, j'ai des millions à trouver pour financer un nouveau musée des mathématiques, etc. J'ai pas le temps. Je veux bien soutenir parce que je vois que vous êtes un mouvement super européen. Je me retrouve dans l'idée d'Europe que vous portez et tout ça. Donc oui, j'avais rencontré Emmanuel Macron pour la première fois en 2013. Ah oui. En 2013, à l'époque où je voulais organiser avec Europa Nova une grande conférence en Sorbonne sur l'avenir de l'Europe. À l'époque, il travaillait auprès de François Hollande et j'étais allé chercher auprès de lui un parrainage de l'Élysée pour l'organisation de ce colloque sur l'avenir de l'Europe. Donc première rencontre J'étais en dans le 2013. conseil, j'étais en charge du conseil scientifique de ce colloque. Je recrutais des personnes à travers toute l'Europe pour être dans les intervenants. Il me fallait des gens dans la restauration pour la culture, tout ça. Donc c'était le premier contact. Et puis de fil en aiguille, vous voyez. Alors en 2016, une première fois, je refuse. En 2017, ça revient, je refuse encore. Et puis le karma ou manipulation politique, les deux sont possibles. J'apprends dans le journal que je suis candidat. Non, sans déconner, vous l'avez appris dans le journal? Sans déconner, Quel cher ami, je l'ai journal? appris dans le Quel journal. journal, c'est important. Je sais plus quel journal, Ah vous savez, non. toujours. De toute façon, ils se refilent Ah, l'info merde. les unes les autres, ils vérifient pas. Et donc, à l'époque, c'était très près. Et puis, c'était tout un bazar, les sondages, Fillon, Macron, tout ça. Je me suis dit, je vais quand même pas faire un démenti. Ça fera mauvais genre, si ça se trouve, et tout ça. On attend. On va voir ce qui se passe. Là-dessus, je reçois des messages, félicitations, bravo pour ton engagement courageux, vas-y, on te soutient. Et je me suis dit, bon, C'est complètement fou. peut-être, on va y réfléchir. C'est comme Puis de quand fil en on est élu aiguille. délégué et qu'on n'avait rien prévu, en Oui, fait. c'est ça. Oui, Ça c'est nous ça, est parce arrivé que une c'est fois, Kylian, c'est parce qu'il n'y a je pas de crois. candidat. Non, Ouais, mais quand quelque même, chose comme parce ça. que quand même, Cédric Villani, parce qu'il y a des gens qui passent Alors, il y a des attention, gens. je dois dire, comme je disais, comme il y avait l'engagement européen avant, je disais, le fait d'être d'être avec le milieu politique, tout ça, c'était déjà comme ça. J'avais en tête qu'un jour, peut-être, je deviendrai député européen. arrivé Mais je me plus voyais vite plutôt député européen. Ouais. Ok. Quand même, je maintiens qu'il y a quand même des gens qui passent une vie entière à espérer une investiture d'un parti. On vous a proposé, on est venu vous chercher. Vous symbolisez, Cédric Villani, assez bien cet appel à la société civile dont raffolent tous les partis politiques. Vous en avez conscience de ça? Du fait que le fait que vous ne soyez pas un politique de carrière, ça vous rend peut-être, je sais pas, plus malléable. J'ai bien senti qu'au niveau du symbole, il y avait quelque chose de très important derrière. Et d'abord, une autre anecdote, hein, ça n'allait pas de soi de se présenter. Avant de vraiment me lancer, je demande, hein, dans ce moment où je ne réponds pas aux journalistes, je ne confirme pas, j'infirme pas, je me suis dit, je vais demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît. J'ai demandé à mon compère de longue date, Jean-Pierre Bourguignon, président du European Research Council, mathématicien comme moi, il a dirigé un institut de recherche comme moi, il a été très actif à l'échelle européenne, lui comme moi au conseil scientifique de la Commission européenne, lui au European Research Council, donc je me suis dit, il va être de bons conseils, voilà, il me propose, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et il me répond, surtout ne fais pas ça. Ne deviens pas député, il me donne toutes les raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas devenir député quand on est dans la situation. Il avait raison. Je les ai toutes analysées, j'ai pris une bonne nuit de sommeil, et puis je me suis dit, non, toutes les raisons qu'il me donne, elles sont pas bonnes, et donc je candidate. C'est une équation mathématique. Gaspard. Cédric Villani, vous avez longtemps rappelé que vous ne vous placiez ni à gauche, ni à droite, ni au centre. J'ai lu un petit peu dans le chat, il y a beaucoup de gens qui font. Mais alors maintenant, il est écolo, c'est Cédric Villani, pardon. Est-ce que vous êtes trouvé politiquement? Est-ce que vous avez besoin d'une étiquette? Là, aujourd'hui, avec Génération Écologie, je me sens bien à ma place, je peux dire ça. Elle est à gauche, cette place, Cédric Villani. Génération Écologie ne cherche pas à se définir sur l'échiquier gauche ou droite. En revanche, est assez radical sur les questions écologistes. Assume la décroissance, assume que ce sont des changements de société et de comportement radicaux qu'il va falloir pour tous ensemble passer le cap de l'espèce d'impasse dans laquelle on est, que nous explique le GIEC, l'IPBES pour la biodiversité et toutes les études. Mais
ne cherche pas par ailleurs à se définir à gauche ou à droite. Alors c'est un vieux débat, hein, vous savez. Vous lisez le livre de Nazareth sur le gros pavé sur l'écologie politique en France depuis 1974, la candidature de René Dumont. Et on voit que pendant des décennies, c'est le débat. Est-ce que l'écologie est à gauche ou est-ce qu'elle est ni gauche ni droite? Pas grand monde essaie de la placer à droite, mais le débat entre soit gauche, soit hors de la grille gauche-droite existe depuis toujours. Et je dirais, on peut passer sa vie dans ce débat, c'est pas ça qui fera vraiment avancer les choses non plus. On est passé un peu rapidement du fait que vous avez été élu en 2017 et qu'aujourd'hui vous êtes à Génération Écologie, on l'a dit, entre les deux il y a eu un divorce, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Au début ça avait bien commencé ce quinquennat si je puis dire, puisque le gouvernement vous a fait confiance, vous a demandé des rapports, vous avez rendu des rapports sur l'enseignement des mathématiques, vous avez présidé l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques. Toujours président. Vous êtes toujours président d'ailleurs en alternance avec un sénateur, c'est ça Oui, alors ça alterne entre l'Assemblée et le Sénat, c'est une très belle institution et vous présidez mixte, Assemblée et Sénat, 18 députés, 18 sénateurs. Vous avez rendu ici un rapport sur l'intelligence artificielle et puis patatras, ça s'est mal passé à l'occasion des élections municipales à la mairie de Paris. Vous avez maintenu votre candidature contre le choix du parti. Est-ce que vous avez ce jour-là atteint les limites de cette société civile, le jour où le parti a choisi Benjamin Griveaux, quelqu'un de plus... Politicien, oui, politique, oui, c'est vrai. Vous savez, c'était une situation tellement singulière, compliquée, pleine de problèmes que je n'irais pas en tirer des enseignements généraux, je veux dire. Mais ça disait quelque chose quand même. C'est un peu le miroir de celle qu'on disait tout à l'heure. Hein. Comme on disait, en 2016, on me propose l'investiture, je dis non. Et là, c'est le contraire. On ne voulait pas me donner l'investiture. Je dis non, si. Bon. Intéressant, justement. Est-ce que justement le parti, c'est pas un peu joué de vous à ce moment-là? Est-ce que le vieil appareil politique, finalement, aime bien les gens... Je me suis donné une règle après ça et après la campagne municipale. Je ne fais pas de commentaires sur le parti dans lequel j'étais. Et oui, ça peut... Et de toute façon, c'est un parti qu'aujourd'hui, pour le coup, je ne sais pas classer. Tout à l'heure, on voyait les images de débats à l'Assemblée nationale. Quand il y a un débat à l'Assemblée nationale, c'est éparpillé au sein du groupe majoritaire en tellement d'opinions divergentes que je suis incapable de dire quelle est la ligne politique. Oui, il y a une absence de colonne vertébrale, politique, enfin idéologique en tout cas. Mais c'est ce qui me fait rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que finalement, lorsque vous êtes arrivé, alors vous étiez quand même soutien d'Anne Hidalgo à un moment donné, c'est quand même un parti socialiste, donc un parti qui est quand même à gauche. Quand vous avez quitté La République En Marche, vous avez rejoint donc EDS, qui était quand même considéré par notamment les observatrices et observateurs politiques comme étant l'aile gauche de la Macronie, aujourd'hui donc auprès de Génération Écologie. Et vous avez peut-être un peu du mal à assumer votre côté socialiste de gauche Enfin, qu'est-ce qui vous... Parce que finalement, lorsqu'on vous entend, vous dites que si vous avez... Vous constatez que La République En Marche n'a pas de ciment idéologique en quelque sorte. Ce qui peut expliquer ces désaccords, on est bien d'accord sur ces éléments-là. Et puis finalement, on se rend compte que vous êtes quand même plus séduit par des programmes qui sont plus à gauche. C'est pas grave de l'assumer, de le dire. En premier, dans l'épisode que vous évoquez avec Anne Hidalgo, déjà à cette époque, elle avait fait un discours devant le comité de soutien et j'avais dit, devant une audience qui était acquise à la cause socialiste, vous savez, moi je me sens ni gauche, ni droite, ni centre. J'avais même cité le chanteur Henri Tachant, un texte qu'il a écrit qui est comme ça, ni gauche, ni droite, ni centre, en illustration. Et puis, j'ai jamais trop aimé les cases. Vous dites assumer le socialisme, est-ce que ça veut dire qu'on va reprendre tout le programme? Je ne sais pas. Ça m'est arrivé à l'Assemblée de signer ou de défendre des amendements ou des thèmes qui n'étaient pas spécialement marqués en gauche. Par exemple, j'étais l'un des fervents défenseurs de l'instruction en famille, instruction à domicile, qui avait été... dont la liberté a été rognée par le ministre de l'Éducation nationale, au terme d'un houleux débat. J'ai signé les tribunes, j'ai été très véhément en hémicycle et tout ça. Il y avait beaucoup plus de monde sur les bancs de droite pour défendre l'instruction en famille que sur les bancs de gauche, incontestablement. Bah, c'est normal. Jules. Donc il y a un sociologue là, il y a pas longtemps qui a sorti une étude de 4 ans sur les députés. Vous l'avez vu ça? C'est Étienne Ollion, voilà, qui a fait une étude sur les députés, notamment les députés LREM. Les candidats. Et les nouveaux entrants, notamment, il parle de ceux de la société civile et il dit qu'il leur a finalement été fait peu de place, que les meilleures places ont été briguées par des gens qui, comme Benjamin Griveaux, étaient des gens qui avaient une... vieux briscards de la politique. Qui venaient du PS, qui venaient d'ailleurs, de LR, etc. Ils ont eu les meilleures places et les autres ont eu du mal à se faire leur place. C'est un métier quand même, la politique. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Vous qui êtes mathématicien, on travaille sur la raison, etc. La politique, c'est beaucoup l'émotion, les affects. Jouer avec ça, jouer avec les affects. Vous avez appris des choses? Vous avez appris qu'il vous manquait des choses éventuellement?
Alors, je vais répondre. D'abord, je vois sur le fil qu'il y a beaucoup de commentaires sur l'instruction en famille. Je vais juste dire un mot. Chers amis, attention, halte au cliché, instruction en famille, ça se trouve dans toutes les catégories sociales. C'est pas du tout quelque chose qui est réservé à des CSP+, ou des ce que je vois passer dans le fil bourgeois ou autre. Vous avez vraiment de tout. Lisez les études sociologiques des quelques-uns qui ont bossé dessus. C'est un travail qu'on a fait et que j'ai fait dans mes amendements et tout ça. C'est beaucoup plus varié que ce qu'on croit. Et ça a été une des parties, parmi les choses que j'ai faites, de vouloir déconstruire les clichés. J'ajoute que quiconque a la fibre écolo et a lu Ivan Illich ne peut pas tirer un trait sur l'éducation en famille. Alors maintenant... Et oui, effectivement, Cédric Villani lit le chat. Je vous Ouais, rappelle c'est encore une fou. fois, c'est pas la première fois sur Twitch. Cédric Villani a été C'est vrai que c'est la streamer. première fois qu'on a un invité qui lit le Oui. chat. Non, mais Vous c'est êtes très super bien, loin, c'est- surtout vous avez une vision de dingue. Moi, j'arrive pas du tout à voir le chat d'ici. Pourtant, vous avez des lunettes, cher ami, mais peut-être qu'il faut... On va en parler à ton officiel. Ouais, On continue. Alors, coup, ma j'ai question, appris la on s'en question. fout. Chut, répondez à la question. Alors, la question du camarade Usul. Parmi ce que j'ai appris, oui, j'ai un vrai problème parfois, quand il s'agit d'être... enfin, un vrai problème, je sais pas, mais quand dans la campagne, il y avait des moments où il fallait être incisif, méchant, détruire, ça marchait pas, ou j'étais pas crédible ou quelque chose. C'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. C'est pourtant nécessaire, parfois, de l'être en politique. Disons, dans l'équipe, Ouais, c'est bien facile d'avoir... de dire j'étais trop gentil. Non, c'est pas juste ça. C'était pas que le seul problème. Mais c'est bien d'avoir des snipers avec soi que dans un groupe, disons un groupe politique, Plutôt que et des contre soi. gens qui sachent faire. Bon. Ensuite, avec du recul, c'était une... Alors, ce qui était vraiment le meilleur souvenir de cette campagne qui avait été faite à l'arrache, de façon sauvage, c'est l'énergie extraordinaire de tous ceux qui ont fait la campagne, qui se sont engagés. Certains savaient qu'ils allaient se faire virer de leur parti pour ça. Ils sont restés jusqu'au bout. Vraiment, en termes d'énergie humaine, c'était absolument remarquable. Vous avez beaucoup appris. Et puis, alors là, on a eu la totale dans cette campagne. C'était comme un cas d'école. D'abord, ça a été extraordinairement long parce qu'il y a eu la campagne interne, puis la campagne externe. Le paysage politique entre le début et la fin de la campagne Ah oui, était très différent. Ouais, ouais. En particulier, le clivage gauche-droite était revenu à la faveur des grandes grèves contre la réforme des retraites. Et puis, il y avait c'est encore autre chose après. Puis il y a eu toutes les histoires de alliance, trahison, qui sait quoi. Puis le scandale avec le scandale qui est tombé sur Benjamin Griveaux. Voilà. Puis, oui. puis le coronavirus qui est arrivé, qui a écartelé le premier et le deuxième tour. Enfin, vraiment, la totale. Une fois qu'on a passé ça, on se dit... Toute campagne qu'on va faire maintenant, ça paraîtra Fastoche. plutôt tranquille, fastoche, je dirais pas, mais plutôt tranquille par rapport à ce que c'était cette campagne municipale particulière. Vous allez en refaire des campagnes. Là. Vous êtes engagé du coup dans la campagne parce que vous étiez maintenant vous êtes engagé un peu dans l'état-major de la campagne Jadot. J'étais porte-parole de Delphine Batho. Delphine Batho, Oui, la oui. présidente de Génération Écologie, pendant les primaires, poste dans lequel j'ai été très investi. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Delphine, avec, on va dire, une très acérée intellectuellement et redoutable dans les débats d'ailleurs. On l'a vu au moment Ah bah elle des c'est une débats dans les primaires. politique, oui. Mais politique qui lit quantité d'ouvrages, qui va dans le fond, qui connaît les chiffres, etc. Qui allait sur les Ça, c'est quelque dossiers, chose ouais. qui est sur les dossiers, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On s'est rallié à Yannick Jadot en reconnaissant sans problème qu'il a gagné la primaire. On fera campagne pour lui. À quelle place exactement? Je ne peux pas encore vous le dire. Il y a des arbitrages en cours, mais oui, on fera la campagne. D'accord, très bien. On suivra ça de près. Je rappelle encore une fois, Cédric Villani, que depuis votre médaille Fields en 2010, vous vous êtes fait une spécialité de vulgariser les mathématiques. Ça a été toute ma vie, enfin une grande partie de ma vie. Oui, voilà, beaucoup de vulgarisation. Les mathématiques sont une science, vous l'avez toujours dit, vous avez témoigné dans cet excellent documentaire « Comment j'ai appris à détester les maths ». Est une science difficile d'approche. Documentaire d'Olivier Payon, oui. D'Olivier Payon, très bon documentaire que je vous invite à regarder. Et voilà, et vous rappelez voilà, que les mathématiques, c'est difficile d'approche, c'est jargonneux, ça fait peur, ça impressionne. Je vois un énorme parallèle avec la politique. Ça impressionne, la politique, ça fait peur aux gens. C'est un truc. Vous trouvez ce parallèle aussi avec les mathématiques? Il y a une très grande différence. Tout le monde se mêle d'avoir un avis en politique. Mais heureusement on est en démocratie. Exactement. Mm. Et en revanche, personne ne se mêle
d'expliquer à un spécialiste quelque chose sur la mathématique. Vous avez beau être un politique professionnel, on viendra vous expliquer que vous n'avez rien compris, et c'est normal, ça fait partie de la vie. Tandis que si vous êtes un mathématicien professionnel, quelqu'un qui n'est pas pro ne va pas se mettre à vous expliquer la vie. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Voilà, quelqu'un qui connaît ses classiques. Attends, c'est de qui ça? Je sais plus. Le niveau intellectuel de cette émission. C'est de la... C'est quoi? C'est les Grecs, Platon, mais alors, c'est je sais plus l'académie. C'est En Platon, tout cas, ouais. c'est une citation qu'on associe à... Voilà. C'est Et le chat- on le le chat voit en dit plus, Platon, ouais. le chat trouve toujours... Il y a toujours des petits malins qui disent Aristote. Non, c'est Platon apparemment. Oui, mais on l'associe souvent à ce fameux tableau où on voit Platon qui montre le ciel pour les idées, Aristote qui montre la terre pour parler de la réalité. La dialectique, toute la mathématique, c'est une dialectique entre les deux. Hein. C'est l'école d'Athènes. L'application, absolument. C'est l'école d'Athènes, le Avec tableau. le tableau de Raphaël, et puis les idées qui sous-tendent la réalité mathématique. Et en vulgarisation mathématique, j'avais certaines particularités, on va dire, où j'ai insisté beaucoup sur le côté sensible, émotif de la discipline. Dans le bouquin que j'ai écrit pour raconter l'aventure de la médaille Fields, Théorème vivant, j'avais pris l'opposé de l'approche habituelle. Au lieu de gommer tous les mots difficiles, je les avais mis en plein, avec une telle intensité que c'était impossible de comprendre, disons, de comprendre la mathématique. Parce que le but, c'était juste de voir quelle était l'ambiance. Hein. Comme je dis toujours, il y a deux façons d'expliquer à votre gamin ce que vous faites comme métier compliqué. La première façon, c'est de lui dire de simplifier à outrance, et puis d'utiliser des mots de connaît. Deuxième façon, vous l'emmenez avec vous au boulot. Et vous lui montrez. Vous lui montrez, il entend vos coups de téléphone, vous parlez de ceci, de cela, avec tout un jargon. Et il est comme ça dans l'ambiance. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans cet ouvrage, dans Théorème vivant, qui reste à ce jour mon seul best-seller, je dois dire, et qui était assez original. Étienne Klein avait parlé d'une nouvelle voie ouverte au sens d'une voie d'alpinisme. D'accord. Gaspard a une question. Cédric Villani, ma question c'est comment avez-vous mis à profit justement ces qualités de vulgarisateur au sein de votre mandat d'élu? Est-ce qu'il faut expliquer davantage aux Français ce qui se passe à l'Assemblée, au Conseil des ministres? On se souvient de Emmanuel Macron ou Jean Castex qui pendant le Covid avaient des slides à côté d'eux, presque ce côté très didactique. Est-ce qu'il faut expliquer davantage aux Français ce qui se passe au sein des assemblées et des lieux de décision? Ça fait partie en tout cas de ce qu'on a essayé de faire dans le Twitch. Hein. Pour celles qui ont participé en vue, on essaie non seulement de démêler les enjeux derrière les articles de loi, derrière les enjeux écologiques, et d'inviter une experte de recyclage, d'inviter quelqu'un qui bosse dans l'énergie, d'inviter certains citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi de parler de la mécanique parlementaire. Là, il y a la motion de rejet, là, il y a l'amendement qui a été rajouté, là, tel a le droit de parler, mais pas tel autre, etc. Moi, je pense que c'est important. Et il y a il faut expliquer les règles et faire tomber les barrières qu'il y a entre les institutions et le citoyen. C'est aussi pour ça quand on dit débat sans filtre, c'est aussi autant que possible enlever ce filtre qu'il y a entre le citoyen et la démocratie en un sens. Pour créer du lien entre le citoyen et la démocratie, vous êtes très active avec votre groupe informel EDS sur la démocratie participative, et notamment à ce titre que vous aviez investi la plateforme Twitch pour parler en direct avec finalement les citoyennes et les citoyens. Alors, moi, je trouve que c'est une initiative assez intéressante, mais il y a autre chose, et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que vous êtes vous-même un produit de la société civile en politique. Est-ce que finalement, l'obstacle principal à ce que les personnes se sentent investies de la question politique aujourd'hui en France n'est pas l'offre politique telle qu'elle est conçue aujourd'hui en France? Est-ce que finalement, moi, sociologiquement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage si important entre la réalité de la composition de la population française et les personnes qui se présentent aux élections, quelles qu'elles soient, qui font que finalement on s'y intéresse plus? Cédric Villani. C'est une idée qu'on entend ici et là, je l'ai entendue déjà. Ça dépend, la réponse dépend du point de vue, on peut dire peut-être qu'il y a un décalage, mais il ne faut pas attendre d'une personnalité politique qu'ils disent ce que les gens ont envie de dire. C'est pas ça que je veux dire, c'est plus se retrouver dans quelqu'un. En quoi ils croient. Se retrouver dans quelqu'un, s'identifier. Il y a aussi un peu de ça, sociologiquement, aussi. oui, bien sûr. Pas au-delà, je vous demande pas de dire ce que j'ai envie d'entendre vous dire, mais moi ce que je veux, c'est d'avoir des gens qui me ressemblent en fait. Je pense, les profils existent. Un truc
que j'ai appris, c'est si vous commencez à vous demander, je vais dire ceci pour plaire à tel, parler comme ceci pour pas vexer les autres, faire attention de prendre la position modérée là-dessus, vous vous paumez. En tout cas, C'est pas moi, dans la ça marche pas. communication, hein, c'est pas dans la la question. forme. C'est vraiment, par exemple, je vais vous donner un exemple très clair. L'Assemblée nationale est composée essentiellement d'hommes blancs d'un certain âge. C'est pas la réalité de la population celle-ci. française. Ah bah si, Il y si. a eu un Pas grand celle-ci. renouvellement en 2017 Non, quand mais même. bien sûr, mais il y a 2017, plus que, pas- il y a pas- que pas 38% de femmes, pardonnez-moi, elles sont 52% dans la population. Donc, Oui, c'était beaucoup ça ne- moins. C'était beaucoup moins avant. Je suis pas en train de défendre. Merci. Et le groupe dans le groupe je majoritaire, suis tout à fait c'était- d'accord voilà. avec vous. Il y a eu une amélioration. Néanmoins, la situation est inacceptable pour autant. 52% de femmes dans la population française, 38% à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui, en 2021, ce soit encore le cas. Je suis navrée de le dire. Effectivement, il y a une féminisation. Néanmoins, ça ne va pas assez loin. Et il n'y a aucune raison pour que ça bloque encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les personnes qui nous représentent et les personnes qui prennent les décisions à notre place ne nous ressemblent pas forcément. Et ce n'est pas tant dans la communication, et c'est pour ça que je voulais faire la différenciation par rapport au fait que vous investissez les outils de démocratie participative, etc., en pensant que c'est peut-être la solution. Mais est-ce que c'est pas plus profond, en fait? Est-ce que c'est pas l'offre politique en tant que telle? Est-ce que finalement, aujourd'hui, à votre place, on n'a pas envie de voir une femme de 23 ans, peut-être racisée typiquement, qu'un homme d'un âge plus avancé, etc. C'est une vraie question. Je pense qu'une assemblée doit être variée pour refléter des points de vue variés. Je pense que si on veut avoir telle ou telle proportion, telle ou telle représentation à l'Assemblée, il faut l'imposer. Alors à un moment, il y a eu une loi qui a imposé que La les parité. partis doivent présenter à parité des hommes et des femmes. La plupart des partis ont contourné ça en plaçant les hommes souvent Dans les avec des pouvoirs dans les circonscriptions gagnables et les bien autres sûr. non. On doit rendre cet hommage-là à la République En Marche, qu'ils n'ont pas fait ça en 2017 et que là, c'est presque à parité le groupe qui s'est fait élire à ce moment-là. Maintenant, si vous voulez de la diversité dans l'Assemblée, je pense qu'il faut l'imposer. Si c'est genre des quotas Je par ne rapport dis à pas la que c'est moi CSP qui la ou veux, autre. je vous demande si vous pensez que c'est une réalité et qu'il faut aller vers davantage de différenciation, enfin de diversité, pardon, dans le paysage politique et l'offre politique. Je pense que oui, mais je pense que je représente une forme d'ouverture aussi par Précisément, rapport au c'est profil précisément pour ça habituel que je vous pose la de question, l'Assemblée. ouais. Tout à fait. Je reviens quand même sur quelque chose de rare là aussi, puisqu'on parlait du personnel politique. Vous êtes un scientifique de formation, de métier. La science est extrêmement mobilisée dans le débat public. On le voit avec des débats, par exemple sur la question de la vaccination. Il y a de plus en plus, ce sur quoi je vais vous faire parler, Cédric Villani, sur la question de la remise en cause de la connaissance scientifique. Réchauffement climatique, vaccination, on peut aller assez loin. On peut même aller d'ailleurs sur le solutionnisme technologique d'un autre point de vue. Certaines personnes Technosolutionnisme, sont absolument. prêts à tout mettre entre les mains. Finalement, c'est pas vous, Cédric Villani, qui allez nous sauver la vie. Vous, les scientifiques, vous, les ingénieurs. Non, mais c'est vrai, on entend aussi ça dans la bouche de certains candidats à l'élection présidentielle. Alors, Quelle que est la ce soit place très de clair. la science en politique? Elle est indispensable, mais d'abord, elle n'est pas suffisante, et ensuite, c'est pas elle qui décide. Jamais. Quand on vous dit, quand tel politique vous parle de scientifique qui veut tout décider, c'est que le politique ne sait pas s'imposer, ou c'est qu'il veut se défausser, ou c'est qu'il a une manipulation à faire, et ça on l'a vu. Est-ce que le gouvernement a eu tort de faire entièrement confiance à un conseil scientifique? Il y a eu un moment comme ça, un peu rare. Il n'a pas fait entièrement Non, confiance au non, conseil non. scientifique. Non, En effet. En fonction de ses besoins, Ouais. parfois il est allé contre eux, parfois il les a suivis, parfois il s'est défaussé en disant oh, mais on ne veut pas faire ça parce que le conseil scientifique nous dit ça, mais c'est juste une bonne excuse. Et parfois le pire, c'est quand il a fait courir le but, ouais, le conseil scientifique, ils se prennent pour les boss, c'est eux qui veulent ça. Et ça, c'était une rupture de confiance. pour vous? À certains moments, ça a été ça, mais ça a été long. Parfois le gouvernement s'est très bien comporté avec le conseil scientifique, parfois pas. Je dirais, on a eu un peu tous les cas de figure. Mais je voudrais revenir sur la question qui est majeure, l'articulation entre science et politique, et ce qu'il faut attendre. D'abord, il y a eu une époque où il y avait beaucoup plus de scientifiques en politique, scientifiques directement dans la politique. Quelle époque? En particulier la Révolution française. Ah, Et c'est cette époque-là, et vous en avez un certain nombre qui ont littéralement perdu la tête. Vous avez dans la foulée eu des profils très impliqués, je sais pas, des Monge, Laplace, qui vous avez Fourier. C'était des gens qui étaient à la fois des personnalités politiques et des personnalités de science dans les meilleurs du monde. Ça s'est revenu un peu en particulier au moment du Front populaire. Et vous aviez des profils comme Jean Perrin, qui a été un emblématique, qui est le fondateur du Palais de la Découverte, l'un des créateurs du CNRS, qui était très impliqué en politique. Vous avez un Émile Borel, fondateur de l'Institut Henri Poincaré, mais qui a aussi été député, maire,
ministre. Bon. Puis, et Karl Marx, c'est le socialisme scientifique. Alors, cher ami, ça m'est même arrivé un jour en flânant dans la bibliothèque de Berkeley, de mathématiques de Berkeley, de tomber sur un petit opuscule écrit par Karl Marx, qui était un manuel de calcul différentiel. Je ne savais Karl pas. Marx faisait des calculs différentiels. Ah bah, il connaissait Ouais, son mais affaire. quand il avait un peu de temps libre, tu vois. Entre deux bouquins d'histoire et de. D'accord, ok. Non, mais en plus, je crois, ça faisait partie de cette idée, comme d'autres, comme Tolstoï, l'idée que dans l'histoire. C'est l'humanisme aussi. Oui, voilà. mais aussi cette idée Et ces que calculs étaient bons. la statistique compte, que les grandes foules comptent et pas seulement un humain, tel humain, et que l'histoire c'est écrit aussi continue. Donc De ça faisait manière partie de ça. macro, Donc il y avait ouais. vraiment une. Alors pourquoi les scientifiques ne sont plus si présents dans la vie politique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se disent que la vie politique, c'est pas quelque chose de simple, que c'est des habitudes très différentes de ce qu'ils ont en science. Et évidemment, le rapport avec les médias, quand vous êtes scientifique, quand vous êtes politique, sont complètement différents. Mais Vous arrivez scientifique, on vous dit, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous pensez de ceci, cela, éclairez-nous sur les mystères mathématiques ou je sais pas quoi. Vous arrivez en tant que politique, bien souvent, déjà, c'est le piège est tendu dès le début et ça va être le jeu d'arriver à vous coincer. Vous racontiez tout à l'heure qu'un de vos amis vous avait déconseillé d'aller en politique. Vous, Ah, mais entre complètement. scientifiques, vous vous déconseillez les uns les autres. Complètement déconseillé. Alors moi, C'est au intéressant, contraire, ça. je dis allez-y. C'est intéressant que la communauté en général, c'est pas une personne seule qui peut changer les choses, mais c'est important que la communauté se mélange, que les communautés se mélangent davantage. Mais prenez la question climatique. Sur la question climatique, les scientifiques aujourd'hui ont un consensus, des analyses remarquables. En 1990, premier rapport du GIEC, on pouvait de bonne foi dire c'est un signal faible, c'est peut-être pas dû à l'activité humaine, peut-être il nous alarme pour rien. Aujourd'hui, on ne peut plus. La science a fait son boulot. La balle est dans le camp du politique. Et le politique, face à l'un de ces rares cas où c'est un enjeu de civilisation, où il y a consensus scientifique, où il y a des feuilles de route d'action qui sont passées, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose, c'est ça que vous allez dire? Essentiellement rien, à part parler et se motiver et dire on va faire ci et faire des promesses qui ne sont pas tenues. Franchement, c'est un cas d'école, Alors, il y a des cas comme ça où c'est le boulot du scientifique, c'est le cas du GIEC, de pousser le politique à agir, de le réveiller, comme lui des baffes. Il y a d'autres cas où c'est plus subtil, c'est genre on donne des choix et on laisse prendre. Par exemple, dernière étude de RTE sur le futur mix énergétique. Ils choisissent pas, ils disent voilà, Proposez 6 scénarios possibles avec des variantes sobriété, variante hydrogène plus, etc. Et puis voici des choses cohérentes et à vous de choisir en fonction de vos valeurs, en fonction du débat de société, etc. Gaspard, une question pour vous. On s'est posé la question tout à l'heure, Cédric Villani, assez légère sur votre nombre d'araignées dans vos J'ai placards. vu ça. Vous avez été, on l'a rappelé, candidat en 2020 à la mairie de Paris. Et en regardant des archives de cette campagne, en regardant vos photos de campagne pour préparer cette émission, on voit dans des costumes un peu moins baroques. On vous voit dans des costumes plus start-up, un peu plus Jonas, pour ceux qui ont la référence Macron. Oula, je ne me fournis pas chez Jonas, mais bon. Non, mais, J'aime bien Blandin et Deloy qui sont des Français. Ah, ce sont des amis. C'est vrai. Quoi? Mais de quoi vous parlez? Ça, c'est des discussions de bourgeois. Ils sont gens super. vous parlez. Dans tous les cas, Moi, je ne comprends pas. Dans tous les cas, on vous voit progressivement abandonner les nœuds que vous portez autour du cou. Finalement, une chose subsiste, c'est l'araignée. Est-ce que quand on candidate pour devenir maire d'une des plus grandes villes du monde, qui est le cas de Paris, est-ce qu'on doit lisser son image, montrer qu'on n'est pas si différent, finalement se normaliser presque pour plaire aux Français? C'est une vraie question que je me suis posée, que mon équipe s'est posée. Peut-être qu'on s'est posé trop de questions, mais la question était vraiment posée. Et presque tous les jours, il y avait une sorte de question, genre Villani, est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est pas un givré comme tous les mathématiciens après tout, etc. Et donc on s'est vraiment posé la question. Bon. Au fait, pour les araignées, vous avez fait une grossière sous-estimation, chers amis. Moi, j'avais dit 140. Ouais, c'est plus proche de la réalité. Ah, en fait, c'est Parce moi qui ai gagné. qu'entre-temps, je m'en suis fait offrir. Et voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit qu'on devait lui en offrir plein. Il y a des artistes il y a en particulier un artiste touareg qui régulièrement, il s'appelle Ishouad, s'il voit un jour le replay de cette émission, je le salue. Et chaque fois qu'il passe en France, il m'en amène quelques nouvelles. Donc il y en a maintenant une belle collection. Il y en a des anciennes, il y en a qui sont trouvées chez un brocanteur, chez un antiquaire, il y en a des nouvelles.
Usul. Ouais, allez, on peut reparler de politique un peu quand même. Non, mais Moi, je serais bien restée sur les araignées. Au fond, c'était quand même une question sur la représentativité. Juste sur le fait que les Américains sont capables d'élire un type qui fait du catch. Est-ce qu'en France, on est capable d'élire un type qui fait du catch ou justement, ça doit être un monsieur blanc qui a fait l'ENA, un peu benonnant. C'était pas seulement, je veux juste défendre ma question et pas seulement une question sur la forme, quoi. Donc, ouais, donc. Usul. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, j'étais sur le catch et tout. Les araignées, c'est vrai que ça part un peu dans tous les Parce que Trump, sens il n'a quand pas même. seulement fait du catch. On hein, est reparle de d'accord, politique, hein. on reparle de politique, la présidentielle, Macron président, tout ça en Oui, c'est ça, voilà, je voulais revenir là-dedans. Je voulais revenir sur votre regard sur la campagne, votre regard aussi, puisque vous avez dit que vous n'allez pas trop parler de LREM, Macron, tout ça, bon voilà. Quand même, le pays a changé depuis 5 ans, la teneur des débats a changé, le gouvernement a largement accompagné ce changement, si ce n'est, voilà, avec la nomination de certains ministres à certains postes. La droitisation, c'est ça que tu veux Moi, je dire. vois un L'extrême débat droitisation, ultra- l'extrême Moi, je vois droitisation. un débat ultra tendu. Très tendu. C'est le gouvernement qui tend le débat C'est ou c'est le débat qui est tendu? C'est toute la société qui tend le débat. Vous avez certains candidats qui surgissent. Il y a peut-être une classe sociale qui a plus une responsabilité là-dedans qu'une autre. Quand on voit le pouvoir que peut avoir un Bolloré sur le débat public, Très inquiétant. peut-être pas toute la société. On peut même se dire d'ailleurs que ce qui se passe dans les médias n'est pas forcément représentatif de ce qui se passe dans la société et que là, il y a vraiment Complètement d'accord. une radicalisation. Ah, bah, alors, là, mais on l'a vu, mais pour ne pas les citer, à un moment pendant la campagne, on s'est posé la question, il y avait une interview prévue sur CNews, après un dérapage, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on le boycotte ou pas? Et finalement, on a arbitré, j'y vais, mais en début d'interview, c'était avec Jean-Pierre Elkabbach, j'ai commencé par une petite mise au point, une diatribe contre ce qui avait été dit la veille par un certain chroniqueur. Ouais. On se posait la question. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. Je veux dire, on n'y va juste pas. Mhm. Vous n'allez plus sur CNews. Ça fait longtemps. Mais il y a... Ça vous inquiète, cette extrême droitisation? C'est-à-dire, pour vous, le pays peut sombrer là? La radicalisation du débat et la droitisation d'une partie des commentaires est inquiétante. C'est quoi votre avenir en politique, dans cette inquiétude que vous partagez, vous, Cédric Villani, dans les années qui viennent? Moi, en tout cas, si un profil comme le mien entre en politique, il doit toujours rester fidèle à sa formation scientifique, à son exigence de toujours essayer d'éclairer le débat autant que possible, de travailler toujours à instruire, à mettre des faits, à instruire le débat pour le politique. Ce matin, j'ai présidé une de ces réunions de l'Office parlementaire scientifique, 3 heures de débat sur l'intérêt ou pas de la ventilation, de la purification de l'air, quelles expériences en place. On a interviewé des scientifiques qui bossent là-dessus, on a interviewé la mairie du 9e arrondissement qui a lancé une expérience, etc. Plus tard dans la journée, ça a été une interview avec des gens de RTE et Enedis pour parler de mathématiques et optimisation de réseau et l'énergie à venir. Plus tard, ça a été un groupe de travail à l'Académie des sciences, où là, le débat que je présidais, c'était les éoliennes. Quels éléments du débat en termes paysagers, en termes de biodiversité, en termes d'énergie par rapport au parc? Ce genre de questions, il faut que des profils comme le mien, je pense, contribuent à les faire vivre. C'est des questions vitales pour l'avenir de la société. C'est des questions techniques, mais c'est des questions dans lesquelles c'est pas le scientifique qui doit choisir, c'est bien le peuple éclairé. Via le politique. Ça passe par une candidature à l'élection législative de 2022. Vous aimeriez bien avoir un scoop. J'ai une information, Cédric Villani, êtes-vous candidat à votre propre succession? Aujourd'hui n'est pas le moment des annonces pour les législatives. Aujourd'hui, je réaffirme mon soutien à Yannick Jadot dans le cadre de la présidentielle. Et on verra quand le moment sera venu, chaque chose en son temps, de parler des législatives. Alors, j'aurais essayé. important, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut sortir du régime présidentialiste, que la concentration sur une seule personne, ça a vécu, ça avait peut-être du sens en 1958 avec De Gaulle, là, ça n'en a plus. Il y a une tension sur tout le système, une concentration qui est devenue un point de fragilité et un point de blocage dans bien des cas. Est-ce que vous Il est l'avez temps de vécu en passer à un tant que régime parlementaire? parlementaire. Est-ce que vous l'avez ressenti en tant que député, en tant que parlementaire, cette... Presque chaque semaine, Mm. tout le temps. On le sent, et l'espèce de domination institutionnelle psychologique de l'exécutif sur le législatif, on la sent. On vous apprend à l'école qu'il y a séparation des pouvoirs.
le législatif qui dicte les lois, l'exécutif qui exécute, le judiciaire qui juge. Et est-ce que vous pensez que Quand c'est vous êtes propre en Mexique, vous voyez que c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez que c'est propre à cette mandature ou c'était aussi valable C'était aussi avant. C'est comme ça Il n'y a pas quand même un 1958 côté un peu avec, plus... avec quelque chose dedans, je vais vous dire quand c'est différent, c'est en période de cohabitation. Oui, bon, ça c'est classique, on le Mais sait, attention, mais sur le style, je veux dire... on est beaucoup de parlementaires, c'est des choses qu'on se dit entre nous, à se dire, en période de cohabitation, ça marchait pas mal. Alors, il y a des soucis par rapport à la politique extérieure parce qu'il y a une confusion sur qui représente le pays. Mais par rapport à la politique intérieure, il y a des choses ça marchait pas mal. Merci Cédric Villani d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci d'être venu vous exprimer dans cette émission. On va faire une petite, très courte pause, le temps de laisser notre invité nous quitter. Et on se retrouve juste après pour la conclusion de cette émission. Merci à tous, à tout de suite.